une intervention de notre second invité, Patrick Le Yarrick, qui est eurodéputé du Parti communiste au Parlement européen et qui est aussi directeur de l'Humanité et de l'Humanité Dimanche et qui interviendra aussi du coup sur la question de quelle proposition pour une Europe de progrès. Bon, je ne vais pas faire trop. Je vous laisse la parole. D'accord, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que après le référendum sur le projet de constitution européenne en 2005, l'idée européenne était déjà fortement en crise, c'est-à-dire le rejet de ce projet européen était extrêmement important. Ça avait été mesuré en France avec le référendum, aux Pays-Bas, en Irlande, et dans d'autres pays vraisemblablement s'il y avait eu des référendums. Mais on a depuis franchi une étape supplémentaire. Je crois que c'est le projet européen que proposent ceux qui sont majoritaires aujourd'hui, c'est-à-dire cette coalition droite et sociodémocrate qui dirigent ensemble la Commission européenne, qui dirigent ensemble un certain nombre d'États européens, qui cherchent des compromis ensemble au Parlement européen. Ce projet-là, aujourd'hui, est dans une difficulté majeure dont peut-être il ne se relèvera pas. Il y a deux manifestations lourdes de ces derniers mois qui le démontrent. La première est ce qui s'est passé autour du résultat des élections en Grèce avec le refus obstiné de cette coalition dans la Commission, dans le Parlement, en lien avec les institutions financières, de ne pas respecter le vote des électrices et des électeurs de Grèce, qui ont donné une majorité au Parlement, puis ont confirmé très largement, à plus de 60%, lors d'un référendum, qu'ils ne voulaient pas de ces choix-là, et qui viennent aujourd'hui de redonner la majorité dans une autre configuration, certes au gouvernement, en tout cas à Alexis Tsipras, qui a fait un autre gouvernement, mais qui est un gouvernement qui travaille sous la contrainte, puisqu'il y a depuis le 13 juillet l'acceptation de ce mémorandum d'austérité. Et la question fondamentale qui est en train de surgir de partout, elle est celle de la souveraineté des peuples et donc du fonctionnement démocratique, du respect de la démocratie. Ça, c'est un butoir auquel ils sont aujourd'hui confrontés et qu'ils devront bien, d'une manière ou d'une autre, prendre en compte, car les choses ne peuvent pas tenir. Même faire croire que l'application du mémorandum sortira un temps soit peu la Grèce de ses difficultés, revient à tromper les gens. Donc il faudra bien trouver autre chose, il faudra bien passer à une autre étape. Et je prends la Grèce pour illustrer un phénomène plus général qui est celui de la politique appliquée désormais dans tous les pays européens, qui ne prend pas la forme du mémorandum grec, mais qui revient à peu près partout à l'application de la même politique. On va rentrer en France dans le débat sur le dernier budget du quinquennat de M. Hollande, et ce budget est dans le droit fil des injonctions de la Commission européenne et surtout du traité budgétaire européen. La deuxième manifestation de la crise, mais qui est encore par certains aspects plus profond, c'est celui qui a trait autour de l'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, on est dans une fissure assez importante au sein même de l'Union européenne sur ce sujet-là, et où, certes, des forces importantes, y compris des gouvernements, agitent en permanence les peurs pour quelque chose qui est relativement peu important, puisqu'on nous parle aujourd'hui de 167 000 réfugiés dans l'Union européenne, 167 000 réfugiés pour une population de 500 millions d'habitants, quand des pays comme le Liban a lui-même 4 millions de réfugiés sur son territoire, la Jordanie en a
presque 2 millions, la Turquie 2,5 millions. Autrement dit, on est en train de parler d'une question qui, au fond, montre d'une part la difficulté, voire l'impossibilité au sein même des institutions européennes de se mettre d'accord sur ce sujet-là, mais qui de surcroît montre, comme c'est le cas pour la Grèce, un égoïsme des institutions européennes. Pas la solidarité européenne qui était écrite sur les tracts et les affiches de quelques partis politiques avant les élections, les dernières élections européennes et celles encore d'avant. Donc, quel est le problème fondamental, à mon sens, auquel nous sommes confrontés? Nous savons, nous connaissons la nature de ces institutions-là et les intérêts qu'ils servent. Mais pour les salariés, pour les citoyens, pour la jeunesse, qui aspire à un autre projet européen, qui soit un projet coopératif, qui soit un projet justement de solidarité, qui soit le projet d'une Europe sociale, dont on nous parle depuis le début, mais qui ne se fait jamais, puisque c'est l'Europe de la régression sociale qui est à l'œuvre aujourd'hui. Moi, je crois que la question à laquelle nous sommes confrontés, la question la plus lourde pour nous, est celle de l'union des peuples européens, des salariés européens, pour un autre projet, c'est-à-dire suffisamment fort pour contrebalancer les projets de ceux qui dirigent aujourd'hui et qui sont en train d'emmener le continent dans une impasse extrêmement grave. Et donc, ce travail de solidarisation des peuples, de solidarisation des salariés, des jeunesses, des retraités, des chercheurs, des créateurs dans toute l'Union européenne, c'est un travail qui est devant nous et qui me semble pour l'instant relativement difficile, ou en tout cas c'est un travail inabouti. On a vu encore la semaine dernière le congrès de la Confédération européenne des syndicats, qui était très intéressant au sens où à la fois il a fait un appel pour les réfugiés, ça c'est extrêmement important que les syndicats de salariés fassent cela, qu'a refait un appel contre les politiques d'austérité et pour des choix sociaux. Mais au-delà de cela, il y a depuis de nombreux mois la difficulté de faire des actions qui modifient le rapport de force sociale et le rapport de force politique. Se pose également cette question fondamentale de la participation des Européens eux-mêmes, des citoyens, à la construction d'un autre projet européen. Ça, évidemment, les dirigeants, les institutions ne veulent pas de cela, font tout pour que ceci ne se passe pas. Mais raison de plus pour essayer, dans des cadres difficiles, je sais qu'ils sont extrêmement difficiles, d'essayer de créer des conditions de porter suffisamment fort la question de la participation citoyenne et de la démocratie partout pour les faire reculer. Et ceci devient un enjeu extrêmement important. C'est-à-dire que la question d'une combinaison entre l'idée de se mettre ensemble pour un autre projet européen et le respect des souverainetés populaires et de la participation des citoyens à ce projet, je crois, est un enjeu qui est devant nous pour créer les conditions d'un projet progressiste européen dont nous avons besoin. Il n'y a pas de solution aujourd'hui à une multitude de questions communes, y compris des questions mondiales, sans la construction d'un autre projet européen qui implique de dépasser celui-ci. De ce point de vue, est-ce que la question de refonder totalement, c'est-à-dire imaginer une refondation démocratique d'abord, sociale, écologique
économique de la construction européenne, est-ce que cette question-là n'est pas en train de nous être posée? Je crois que oui. Deuxièmement, est-ce que la fuite en avant dans un espèce de fédéralisme, enfin ces mots sont compliqués, hein, je les utilise avec précaution parce qu'ils n'ont pas la même signification de l'endroit où on se situe, du pays où on se situe, etc. Parce que l'Europe aujourd'hui, la construction européenne aujourd'hui, elle est un peu mixte, elle a des aspects fédéraux, elle a des aspects aussi confédéraux. Mais l'idée, j'imagine que le déplacement demain de François Hollande et d'Angela Merkel au Parlement européen vise à pousser les feux de cela, en nous disant, mais vous voyez, il n'y a pas de solution, justement, sans ce fédéralisme, mais un fédéralisme adémocratique ou antidémocratique. Puisqu'on nous parle, par exemple, le président de la République, depuis le 14 juillet, nous dit, au lendemain de l'imposition du mémorandum grec, il dit « Oui, moi je me suis battu pour que la Grèce reste dans l'euro, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il ne s'est pas battu pour qu'il n'y ait pas ce type de mémorandum. Il a continué à dire « Elle reste dans l'euro, mais les conditions pour qu'elle reste dans l'euro, c'est l'application d'un mémorandum extrêmement dur, qui va provoquer de multiples souffrances et qui ne sera pas efficace, ni pour le budget grec, ni pour l'économie de la Grèce. » Donc, on nous avance maintenant ce projet de gouvernance de la zone euro. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot de gouvernance qu'on nous applique à tout propos désormais? La gouvernance, ce n'est rien d'autre que déléguer nos pouvoirs à un petit groupe d'individus, mandataires des puissances financières, des puissances bancaires, et qui font leur politique. Mais une politique contre les peuples. Ça n'a rien à voir avec la participation citoyenne à un autre projet européen. Bon, je ne veux pas préjuger de ce qu'ils veulent dire, mais c'est de ça qu'ils veulent. C'est-à-dire un projet unique, des politiques uniques applicables à tout le monde, quel que soit le lieu, quel que soit le niveau de développement, quels que soient les niveaux de protection sociale, quels que soient les niveaux salariés. Moi, je me demande si ce n'est pas le contraire qu'il faut faire. C'est de réinventer une union de nations et de peuples libres et souverains pour un autre projet européen. Et dans ce projet européen, je crois qu'il faudrait respecter le choix de chacun des peuples. Je m'explique. Dans une telle union, si on nous dit demain qu'il faut absolument continuer, sous prétexte d'un 4e paquet ferroviaire, de défaire notre entreprise publique et la possibilité pour notre entreprise publique des chemins de fer de se développer, c'est-à-dire faire à un prix raisonnable le transport passager et développer le transport fret contre le transport sur route, et les cars Macron et les camions et tout ce que nous connaissons, avec toutes les conséquences négatives que cela a, je crois que le pays devrait en avoir la possibilité. De même, si le pays dit « nous voulons faire du développement agricole, du développement industriel, s'inscrivant dans une transition environnementale, et pour ce faire, nous avons besoin de ne pas respecter des critères que vous avez inventés, les critères de déficit public et de dette », il doit pouvoir avoir la possibilité de le faire pour se développer. Et cela ne veut pas dire qu'il rompe, cela veut dire qu'il peut continuer le débat au sein des institutions, avec les autres gouvernements, mais aussi avec les organisations syndicales, les associations des autres pays, pour imaginer ce nouveau projet, parce qu'on voit bien que la politique unique, aujourd'hui, elle nous emmène non pas vers une sortie de crise, mais elle amplifie la crise, encore que je me demande parfois si le mot crise est toujours adapté à ce que nous décrivons. Peut-être que nous sommes dans autre chose qu'une crise. Peut-être nous sommes dans un projet qui vise ad vitam aeternam à imposer la domination des puissances financières, des grandes multinationales les plus puissantes du monde, sur nos vies, avec toutes les conséquences que cela a. Et de ceci devrait découler un certain nombre
D'ailleurs, ce que je dis là n'est pas une invention. Quand Mme Merkel dit « Moi, je peux accueillir 800 000 réfugiés », je ne discute pas de ses motivations, je ne veux pas rentrer dans ce débat pour l'instant. Ce que je remarque, c'est qu'elle dit « Je vais accueillir 800 000 réfugiés ». Mais quand elle dit ça, de facto, et ce qu'elle a fait cet été, de facto, ça revient à faire tomber une directive qu'on appelle la directive de Dublin, qui oblige le pays d'origine à prendre en charge tous les réfugiés. Donc on voit bien. De même, ceux qui aujourd'hui disent « Moi, il y a des accords qu'on appelle les accords de Schengen, moi on les applique, au Conseil européen il y a une discussion, et chacun sort de là en disant « Mais très bien, on a discuté, mais moi je continue de faire ce que j'ai décidé », il fait tomber les accords de Schengen. Donc on est bien dans une phase où il y a des gens qui appliquent les directives selon le moment où ça l'arrange. Je ne dis pas que tout ça est positif, je ne dis pas que tout ça va dans un sens positif, mais je dis que dès lors qu'on veut desserrer le joug austéritaire aujourd'hui qui nous en sert, il faut inventer autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de politique ensemble. Par exemple, Marina a parlé tout à l'heure de la Banque centrale. On ne peut pas continuer avec une banque centrale qui décide toute seule d'une politique unique. Elle décide de créer comme ça 1200 milliards d'euros. Elle fait de la création monétaire. Mais à la différence de certains autres continents, elle fait de la création monétaire non pas pour des projets sociaux, même pas pour des investissements utiles aux gens ou visant la transition écologique. Non, pas du tout. À côté de ça, on a un plan qu'on appelle le plan Juncker, qui Juncker, il est mieux que Jésus-Christ, puisqu'il multiplie les petits pains. Avec 15 milliards, il en fait 315 milliards. Personne n'a jamais vu ça, mais il est en train de le faire, paraît-il. Moyennant quoi, on ne voit rien venir. Mais par contre, la création monétaire de la Banque centrale, les 1200 milliards, ça c'est réel, mais ça ne sert pas au développement humain, ça ne sert pas au service public, ça ne sert pas à l'investissement qui permettrait la transition environnementale, ça sert uniquement aux banques qui elles-mêmes prêtent au taux d'intérêt, pas qu'elles veulent, je ne dis pas ça, mais à des taux d'intérêt extrêmement élevés. Quand on pense qu'aujourd'hui elles prennent de l'argent à la Banque centrale à 0,7% et elles continuent de prêter de 2,5, 5,5, il y a même des intérêts à 7,5% aujourd'hui. Donc elles font du profit sur cette base-là. Donc ça sert la rente, ça sert l'argent pour l'argent, mais ça ne sert pas le bien commun. Alors, est-ce qu'on pouvait changer ça? Oui. Rien n'empêche la Banque centrale de donner son argent à la Banque européenne d'investissement. Et rien n'empêche, puisque on dit que Juncker, il a créé un fonds qu'on appelle le fonds Juncker. Eh bien, nous avons proposé depuis déjà très longtemps de créer un fonds, un autre fonds, qui soit un fonds de développement humain, de développement social, de développement environnemental. Ça, c'est permis par le traité de Lisbonne, qui a beaucoup de défauts, mais il y a un article dans le traité de Lisbonne qui permet à un fonds de prendre de l'argent à la Banque centrale, qui lui permettrait même de prendre des dettes des États, tout ou partie des dettes, pour permettre la relance des États et donc la sortie des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. C'est le cas de la Grèce, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Portugal, c'est le cas de la France désormais, c'est le cas de l'Irlande aussi, et donc il y a besoin de sortir de ça. D'autre part, en lien avec ça, je crois qu'une des propositions qui avait été avancée il y a un an de cela, dans le cadre des élections en Grèce, devrait être mis en œuvre. Si les institutions ne le font pas, je crois qu'il faut créer les conditions de la part des forces démocratiques et progressistes en Europe de le faire. C'est une conférence sur les dettes des États et des collectivités territoriales, pour examiner la nature de ces dettes, mais pour examiner aussi les moyens, dans le langage diplomatique, de restructurer ces dettes,
Mais dans restructuration, il y a à la fois soit moratoire sur le remboursement des dettes, soit annulation de parties de dettes, voire toutes les dettes, dans certains endroits, dès lors qu'on constate que ce sont des dettes illégitimes. Or, en Grèce, il y a eu une commission, sous l'égide de l'ancienne présidente du Parlement grec, qui a conclu à une illégitimité d'une grosse partie de la dette grecque. Ça devient indispensable aujourd'hui parce que chacun comprend bien que demander à rembourser des dettes, dont des dettes illégitimes, ça revient en fait à prendre dans le porte-monnaie des États et dans le porte-monnaie des citoyens et sur la valeur, la plus-value réalisée par les travailleurs dans leur entreprise pour rembourser une dette qui, au fond, revient à alimenter le système financier et le système bancaire, le système des banques, le système des assurances et les circuits financiers en général. Donc, dans les choses immédiates que je vois, moi, à faire, c'est cela, mais évidemment, ça ne se résout pas à ça. Le projet européen, pour moi, ne doit pas être seulement un projet économique, c'est un projet social, c'est un projet culturel, c'est un projet de déploiement des meilleures valeurs qui existent dans chacun de nos pays, et non pas ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire, sous couvert de règlement comptable d'un certain nombre de problèmes, on détruit la culture, on détruit un certain nombre de valeurs, les valeurs de solidarité, les systèmes de protection sociale, les systèmes de retraite, alors que personne ne peut expliquer ce fait incroyable. Comment a-t-on pu mettre en place des systèmes de protection sociale et de retraite dans une Europe totalement détruite, et que désormais, qu'on a le continent qui représente presque 25% des richesses produites dans le monde, qui regorge de capacités productives, de moyens culturels, comment se fait-il qu'on ne serait pas capable de maintenir un système de protection sociale, de retraite et de moyens qui assurent un autre avenir que celui qui leur est promis à la jeunesse, c'est-à-dire un système qui devrait désormais dire non seulement il y a la protection sociale et la retraite dans de bonnes conditions assurées, mais qui devrait passer à un autre stade, c'est-à-dire celui d'un système de sécurité combinant l'emploi et la formation pour chacune et chacun. Évidemment, c'est ce que combattent aujourd'hui les tenants, les dirigeants de l'Union européenne, les dirigeants de chacun des pays et les puissances d'argent pour les raisons qu'on sait. Voilà, je m'en tiens là pour laisser suffisamment de place aux discussions, aux questions et à la discussion.